Bonsoir, messieurs et dames. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce JDS, journal de dimanche soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. RPD, Rassemblement patriotique pour le développement, c'est le nom du parti politique porté sur fonds baptismaux par l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw et ses camarades. Les Burkinabés, dit-il, ont besoin d'une nouvelle vision politique. On en parlera dans ce JDS avec l'ancien chef de gouvernement. Et puis lancement de l'indice genre par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFWeb. Il s'agit d'un outil d'évaluation annuel du niveau de prise en compte du genre dans les politiques publiques par l'État. Quelle est la réalité au pays des hommes intègres? Élément de réponse avec le directeur exécutif du centre en la personne de Youssouf Ouattara. Et enfin, sport. Le 33e Tour du Faso a connu son apothéose aujourd'hui, dimanche 7 novembre. La dernière étape longue de 128 km a été disputée entre Kombisiri et Ouagadougou et remportée par le Sud-Africain Besson Gustave. Éléments de décryptage et d'analyse avec Claude Romba. C'est le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. On débute par la première des rubriques, c'est celle politique. Et pour ouvrir cette rubrique politique, on va aller au Ghana avec le Premier ministre Christophe Dabiré qui a représenté le président du Faso au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se tenait ce dimanche même donc à Accra, un sommet consacré à la situation politique en République de Guinée et en République du Mali. Et à l'issue de ce sommet, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a durci le ton contre les deux pays. Des sanctions individuelles pèsent désormais sur les autorités de la transition malienne et ces sanctions sont entre autres l'interdiction de voyager dans l'espace CEDEAO et le gel des avoirs des membres du gouvernement, des autorités impliquées dans la transition ainsi que ceux de leurs familles. Pour le cas de la Guinée, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé du maintien des sanctions qui avaient été annoncées le 16 septembre dernier. Les chefs d'État exigent des autorités guinéennes un calendrier électoral pour passer le pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu. Il faut rappeler que Mohamed Ibn Chambas a été désigné en tant que médiateur entre la CEDEAO et la Guinée. Et selon le diplomate burkinabé Alpha Bari, donc notre ministre des Affaires étrangères, les chefs d'État ont condamné à l'unanimité l'expulsion du diplomate de la CEDEAO en territoire malien. À noter qu'aucun représentant du Mali et de la Guinée n'a pris part à ce sommet extraordinaire de la Confédération, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenue ce dimanche 7 novembre à Accra, au Ghana. Nous allons revenir dans le détail sur cette information. Nous l'annoncions en titre, après sa démission en septembre dernier du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Luc Adolphe Thiaw a lancé dans la soirée d'hier samedi 6 novembre à Ouagadougou son parti politique dénommé Rassemblement patriotique pour le développement, RPD en abrégé. Il conçoit la création de ce parti comme un devoir patriotique d'apporter au-delà de toute considération sa contribution pour sortir le pays dans l'impasse actuelle. Avant d'échanger sur cette question, suivons d'ailleurs le Congrès constitutif. Le RPD est un parti de jeunes, de 99%. Après avoir claqué la porte du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le 16 septembre dernier, Luc Adolphe Thiaw, dernier Premier ministre du président Blaise Compaoré, lance son parti politique. Le RPD, Rassemblement patriotique pour le développement, c'est le nom de cette formation politique dont le leitmotiv est de rassembler les Burkinabés autour de l'essentiel. C'est un grand jour, un jour de rêve. Un jour d'espoir pour le Burkina Faso. Et chaque fois que nous avons la possibilité d'apporter notre pierre à la construction de notre pays, nous ne devons pas résister. La création de notre parti n'est pas un parti de plus. La création de notre parti est une volonté réelle à travers nos discours donneront aussi de l'espoir encore davantage à tous les Burkinabés qui, pour une raison ou une autre, finissent parfois de désespérer à l'avenir. Pour Luc Adolphe Thiaw, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire depuis 2015. Il est donc temps, selon lui, de sonner la mobilisation. Et cela passe, à en croire l'ancien cadre du CDP, par la réconciliation des Burkinabés.
la question de la sécurité est fondamentale pour notre parti. Elle va avec la question de la réconciliation qui sont les deux questions majeures à l'ordre du jour de l'agenda politique de Burkina Faso. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en ennemi. Nous ne pouvons pas laisser triompher la haine. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer la cassure sociale que nous observons chaque jour. Si nous aimons notre pays, nous devons travailler ensemble. Le RPD rejoindra-t-il le chef de file de l'opposition politique ou la majorité présidentielle? Difficile pour l'instant d'apporter une réponse puisque Luc Ador-Thiaw promet se prononcer sur cette question dans les semaines à venir. Luc Ador-Thiaw, faut-il le rappeler, a été candidat malheureux aux législatives du 22 novembre 2020 dans le Sanguier. Tous les représentants. L'ancien Premier ministre Luc Ador-Thiaw est avec nous, président du RPD. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi d'être pour la première fois sur votre plateau. C'est un plaisir, je le dis encore. Il y a une première question qui vient, mais je dirais que c'est on va dire deux questions en une. D'abord, pourquoi maintenant? Et en même temps, c'est quand germe l'idée de créer un parti? Pourquoi maintenant? Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Et également aussi, vous savez, les idées lumineuses, je crois que je l'ai dit récemment, ne sont pas forcément des idées qui ont germé depuis longtemps. Les idées lumineuses, c'est à un moment donné, vous sentez un appel intérieur et vous décidez donc de franchir le pas de la réflexion à l'action. Donc je peux dire que même si je militais depuis longtemps, je suis arrivé à la conclusion, à partir du moment où j'ai quitté le CDP, qu'il me fallait apporter aussi ma contribution d'une autre manière au développement de notre pays. On sait que vous avez quitté le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, rien que le mois dernier, à la mi-même du mois, on le dira comme ça. Quelques semaines après, vous voilà à la tête d'un nouveau parti. Et vous dites, et ça on l'a entendu lors du Congrès constitutif, que vous venez avec une nouvelle offre politique. Pour vous, qu'on a connu dans les instances d'un parti comme le CDP, vous qui avez été Premier ministre, de quelle nouvelle offre vous parlez? Je pense que lorsque ceux qui ont créé le MPP ou récemment d'autres partis politiques ne se sont pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter de plus. Je crois qu'il faut avoir toujours de l'ambition. La démocratie n'est pas un processus figé ou un processus parfait. Et l'espace politique, c'est un espace ouvert qui permet à quiconque peut apporter une offre politique de s'exprimer. J'ai milité effectivement toute ma vie dans le CDP, j'ai donné le maire de moi-même, mais à partir du moment où je pense que je n'ai plus la possibilité d'influer sur la marche donc, de ce parti, alors que j'ai des idées que je peux encore partager pour le nombre des années qui me restent à vivre, alors j'ai donc décidé de franchir ce pas, surtout avec comme objectif de contribuer à aider la jeunesse à se prendre en charge. Je le disais à l'ouverture de notre assemblée constitutive, ce qui est vraiment étonnant. Je veux vous dire que d'abord, une très bonne partie de ceux qui ont accepté d'adhérer à mon parti, le premier jour nous avons enregistré plus de 500 signatures, la plupart ne sont pas venus du CDP. Et la plupart des gens, je ne les connaissais pas du tout. Donc ça veut dire quelque part, les gens attendaient quelque chose, peut-être d'une personne qu'ils voyaient de loin et qui pensaient qu'il peut lui aussi apporter une contribution. Parce que j'ai ma vision politique, comme nous l'explique totalement notre sigle, c'est le rassemblement, c'est d'abord le patriotisme. Ça peut paraître comme quelque chose de banal. Et pourtant, c'est la réalité que nous vivons.
Nous avons l'impression que dans cette société, chacun travaille pour soi et qu'il n'y a pas une vision partagée. La démocratie, si nous voulons la vivre comme à l'occidental, encore que même là-bas les choses ont évolué, nous serons toujours en retard. Nous serons toujours les uns contre les autres. Est-ce que, à un moment donné, il n'est pas nécessaire de trouver un système d'abord qui permet, je pense, une meilleure communication, une meilleure gestion du pouvoir entre les différents acteurs politiques du pays. Ceux qui ont des idées et qui peuvent, par ces idées, contribuer à développer le pays, je crois que peuvent le mettre à la disposition de ceux qui dirigent le pays. De la même manière, ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas là pour eux. C'est vrai qu'ils sont là pour appliquer un programme politique. Mais rien ne leur interdit, c'est même conseillé, qu'ils prennent en compte toutes ces idées qui foisonnent dans ceux qui ne partagent pas forcément leur vision politique. Alors le patriotisme est indispensable. Parce que aujourd'hui, moi j'ai un certain âge, je suis passé par plusieurs étapes de ma vie. J'ai vu l'évolution des mentalités des Burkinabés. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, surtout la jeunesse, lorsqu'on dénonce l'incivisme, c'est un certain nombre de choses qui se passent, quelque part il y a un problème de patriotisme qui se pose. Comment pouvons-nous faire en sorte que les Burkinabés aiment davantage leur pays, s'engagent davantage sur les questions déterminantes pour leur pays? Vous parlez de l'engagement de cette partie jeune-là et lors du congrès constitutif, vous le disiez encore, le parti il est composé à 99% de jeunes. C'est vrai, ça c'est ce que vous dites, c'est vous qui avez vos chiffres. Mais souvent lorsqu'on crée un parti, ce qu'on arbore, c'est les grands noms qui vous ont suivi, c'est les caciques qui sont avec vous. Non, nous n'allons pas jouer au végétariat. Qui est avec vous? Il y a plusieurs personnes. Ce sont presque des gens inconnus du monde politique. Mais ce sont des personnes qui sont connues pour leur dynamisme. Je suis peut-être la figure marquante, mais autour de moi, il y a plusieurs personnes de qualité. Et je ne vais pas commencer à citer les uns et les autres pour donner l'impression qu'ils sont les plus importants. Je disais à la clôture de notre congrès, j'ai dit, vous tous, qui êtes présents dans cette salle et qui approuvez les statuts, les règlements intérieurs du RPD, vous tous considérez-vous comme les membres fondateurs. Nous sommes sur le même plan d'égalité, nous sommes égaux. Et la direction que vous avez mise en place, cette direction n'est qu'une machine pour travailler. Donc ce n'est pas un parti qui appartient à Luc Adoltiao ou bien à quelques amis. Vous êtes positionné sur la question de la réconciliation. On a senti que dans votre discours, c'était quelque chose d'assez central. Vous concevez comment cette réconciliation-là et puis comment y parvenir? La réconciliation, c'est un long processus. Et surtout dans un pays comme le Burkina Faso qui a connu de nombreux soubresauts politiques, qui a connu de nombreux événements dramatiques. Il y a une fracture sociale qui s'en est suivie, et cette fracture sociale en réalité ne date pas seulement d'aujourd'hui, je vais dire petit partement depuis une ou deux décennies. Il y a toujours des événements qui ont contribué à diviser les Burkinabés et à faire en sorte que la rancœur, la haine deviennent déterminantes dans leur vie quotidienne. À un moment donné, il faut que nous puissions travailler ensemble sans tenir compte forcément de ce qui s'est passé dans le passé, sans tenir compte forcément de telle ou telle personne est de tel bord ou pas. Et la question de la réconciliation permet d'aller vers ce qu'on appelle le vivre ensemble et la cohésion sociale. Que je sois en mesure de dialoguer avec des gens qui n'ont pas forcément la même opinion que moi et qui permet que nous puissions vivre dans la tolérance sur tous les plans, la tolérance religieuse, intercommunautaire, ethnique. Et quand nous sortons chaque jour, nous voyons qu'il y a une tension perceptible. Cette réconciliation, bien sûr, le gouvernement a engagé un processus institutionnel. Moi, personnellement, je n'ai rien contre ce processus. Je crois que c'était nécessaire qu'on puisse passer en tenant compte
de l'expérience que nous avons faite il y a un peu plus de près de deux décennies, et de voir aujourd'hui quel est le meilleur mécanisme institutionnel qui va donc promouvoir les Burkinabés à se rapprocher davantage. Mais la vraie réconciliation, chers jeunes confrères, elle vient du cœur. Vous savez, c'est quand vous avez quelque chose contre quelqu'un et que vous n'êtes pas en mesure vous-même de surmonter cela, vous avez beau faire la réconciliation, ça n'ira pas. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est vrai, on a opté pour le triptyque vérité, justice et réconciliation. Moi, je n'ai rien de fondamental contre ça. Il y en a qui ont expérimenté la justice transitionnelle. Mais le plus important, c'est les individus, par leur capacité intérieure eux-mêmes, à se dire qu'à un moment donné, il faut savoir pardonner. Il faut savoir rendre justice. Il faut savoir dire la vérité. Non pas la vérité pour s'accuser ou plaire à des personnes qui ne sont pas contentes, mais la vérité pour éclairer. Et je crois que je suis dans cette vision et je souhaite sincèrement que si nous avons opté donc pour cette approche, que nous le faisons sans a priori, que nous ne le faisons pas avec un objectif qui est peut-être d'écraser une partie donc de ceux des Burkinabés. Et de ce point de vue, je pense que la réconciliation va nécessiter des démarches qui vont au-delà de l'institutionnel. Mais quand vous dites sans a priori, on est dans une période où il y a beaucoup de procès qui concernent certaines périodes. Vous pensez que ça se fait avec des penchants ? Non, c'est simplement une précaution que je donne parce que, vous voyez, par exemple, quand on parle du procès de Thomas Sankara, dont je salue la tenue, c'est quand même quelque chose d'important auquel les Burkinabés attendaient depuis longtemps. Non seulement pour savoir ce qui s'est passé, mais nous savons que l'assassinat de Thomas Sankara a suscité beaucoup de ressentiments dans le pays, beaucoup de divisions. Qu'aujourd'hui ce procès se tienne, il faut que les passions puissent se surpasser pour qu'on s'en tienne à la vérité, pour qu'on s'en tienne aux leçons que nous allons tirer à l'issue de ce procès. Donc pour cela, il faut que ceux qui rendent la justice, et je n'ai pas de raison de douter de leur indépendance, de leur bonne foi, de leur impartialité, mais que cela se fasse véritablement dans la justice avec la volonté de réconcilier les Burkinabés. Réconciliation, mais aussi la préoccupation sécuritaire. Oui. Cela est ressorti. Et là-dessus, comment se positionne votre parti, le RPD ? Ah oui, nous sur cette question, d'abord, nous partageons le drame que vit notre pays depuis maintenant près de 7 ans, près de 6 ans. Et vous me permettez juste vraiment de dire encore une fois de plus que je suis totalement solidaire des forces de défense et de la sécurité, des VDP, et que je partage la douleur de toutes les familles qui ont eu à perdre tant d'éléments, notamment au niveau des forces de défense et de la sécurité. Bon, vraiment que ceux-là qui ont donné leur vie et ceux qui ont subi les conséquences donc, de ces attaques ne soient jamais oubliés. La sécurité aujourd'hui, elle est essentielle pour tout. J'ai dit une politique, dans le cas présent où nous sommes, notre attitude vis-à-vis de la question sécuritaire doit aller vers un consensus. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un camp qui a la vérité, qui a la meilleure stratégie pour enrayer un phénomène qui n'a pas commencé avec le Burkina Faso. Donc, de ce point de vue-là, il faut que nous puissions travailler, il faut que nous puissions trouver d'autres mécanismes politiques pour accompagner dans ce sens ceux qui dirigent. Oui, il y a le dialogue. Il y a un certain nombre d'actions à apporter pour que d'abord ceux qui sont au front d'abord se sentent soutenus par toute la classe politique. Et la classe politique, les organisations de la société civile. Il faut que nous puissions, dans ce sens-là, nous ne devrons pas avoir des conceptions trop tranchées sur la question de la résolution de la crise. J'aime dire, ceux qui ont les meilleures solutions, qu'ils les mettent à la disposition de ceux qui ont aujourd'hui la charge de diriger le pays. Et de la même manière,
je l'ai dit, ceux qui ont la charge de diriger leur pays ne devraient pas se retenir de consulter des gens qui ne sont pas forcément de leur bord. Alors, il n'y a pas un camp qui peut gagner contre le terrorisme et contre un autre camp. Je ne le pense pas. C'est dans l'union, c'est dans notre engagement que nous allons pouvoir, ensemble, et avec toutes les stratégies opérationnelles, militaires, sécuritaires mises en place, remporter la victoire face à ceux qui nous déstabilisent, face à ceux qui nous combattent avec une telle violence. On revient aux ambitions de votre parti. On sait qu'un parti a la vocation de conquérir le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Et quand vous regardez, il y a, en termes d'échéance, il y a des consultations locales là qui viennent, c'est 2022. Vous positionnez comment, même si vous venez d'arriver? Voilà. Chaque parti a des ambitions, ça c'est tout à fait normal. Et si vous ne pouvez pas faire espérer les gens qui vous suivent qu'ils peuvent un jour accéder au pouvoir, soit par alliance, ou soit par eux-mêmes, ce n'est pas la peine. Et tous ces jeunes qui sont avec moi, aujourd'hui rêvent de mener une carrière politique qui soit différente des autres. Ils veulent être dans un parti où ils seront pris en considération. C'est pourquoi nous allons travailler de façon systématique, méthodique. Nous n'allons pas nous précipiter. Ce qui est notre objectif à très court terme, c'est l'implantation du parti, c'est le recrutement des cadres, des personnes capables d'apporter quelque chose de fort et de concret à notre parti. Lorsque les échéances municipales vont se présenter et que nous sommes prêts, là où nous sommes prêts, nous allons nous présenter. C'est ce que je peux vous dire. D'accord, donc on comprend déjà les ambitions immédiates. Oui. Et ceci dit, quand on regarde aussi le RDP, on a vu, vous parliez d'un parti qui sera essentiellement composé de jeunes et tout, mais il y a une phrase, moi, qui a retenu mon attention. Vous disiez que le RPD est une réponse pour les Burkinabés qui, d'une manière ou d'une autre, sont désespérés de la vie politique. Je disais encore, vous avez été au conseil du CDP, vous êtes l'un des acteurs de cette... Est-ce que vous n'avez pas participé aussi à ce que il y ait ce sentiment-là chez les Burkinabés, que c'est comme ça qu'on fait la politique au Burkina, que ça n'intéresse plus? Vous avez tout à fait raison. Mais moi, je pense que ce qui est important pour l'homme dans sa vie, c'est qu'il tire des leçons. Okay. Moi, j'ai tiré des leçons de ce qui s'est passé lorsque j'étais Premier ministre. Les choses n'ont pas été comme je le souhaitais. Je tire des leçons de mes erreurs. J'ai participé activement aux activités du CDP. Je sais ce qui ne fonctionne pas, comment les gens nous perçoivent comme politiciens. J'en ai tiré des leçons. Donc, ce sont toutes ces réflexions qui ont été à la base de l'offre politique que j'ai partagée avec quelques personnes. Honnêtement, là où je suis, mon ambition actuelle est de faire en sorte que les jeunes qui sont dans ce parti, bien sûr, soient à la relève. À mon âge, on ne peut pas arriver à vivre encore 30 ou 40 ans, c'est utopique. Mais, qu'est-ce que Luc Adolphe Thiaw va laisser à la génération montante? Quelle valeur il veut inculquer à partir de toutes ces erreurs que lui-même, il a pu constater? Je suis là avec la bonne foi et je pense que je recevais les groupes de jeunes qui venaient pour adhérer à notre parti, je leur demandais mais pourquoi? Parce que la plupart des gens, je ne les connaissais pas. Ils disent non, nous sommes fatigués, Excellence. À gauche, à droite, les gens nous balancent, on n'a pas notre place, c'est toujours les mêmes choses. Le RPD, ce sont les jeunes qui vont diriger le RPD. Je suis en quelque sorte comme un papa, mais les vrais acteurs du RPD, vous le verrez, quand on va mettre la machine en marche, ce seront les jeunes qui vont conduire ce parti. Il viendra le moment où moi je vais me retirer et laisser les jeunes continuer. Dernière question, majorité, opposition. Non, ça j'ai dit également, je refuse de me catégoriser dès ma création. Parce que si je le fais, on va me dire non, c'est le parti majoritaire qui a incité Luc Adolphe Thiaw à créer son parti politique, ou bien je vais à l'opposition et dire voilà, en fait, est-ce que ce n'est pas un jeu entre lui et puis Eddie Kongwego? Les gens disent toujours des choses. Voilà, donc mieux vaut tracer votre voie tranquillement. Lorsque viendra le moment pour nous, parce que les alliances
elles se font sur la base d'analyse et de la situation politique du moment. En ce moment-là, bien sûr, si cela est nécessaire, nous allons nous allier avec ceux qui défendent réellement les intérêts de Burkina Faso. Donc, nous partageons la même vision, nous partageons les mêmes préoccupations sur l'avenir de notre pays. Merci bien, Luc Adolphe-Thiaw, d'être passé sur ce plateau. Merci bien. Merci beaucoup. Nous étions donc avec le président du RPD. On reste toujours en politique avec les 3 sanctionnés du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, sanctionnés pour 6 mois. Ils étaient le 5 novembre face à la presse. Ils rejettent les sanctions prononcées par la direction nationale du parti et brandissent la lettre de Blaise Compaoré, président d'honneur du parti, qui, faut-il le rappeler, a invité Edi Komboyego à surseoir aux sanctions. Ils vont plus loin pour réclamer la tête de leur président, dont la gestion du CDP, disent-ils, est chaotique. Michael Tougri pour plus de détails. Le président du CDP serait entre le marteau et l'enclume. En tout cas, il ne semble plus depuis un bout de temps en odeur de sainteté avec 3 responsables de son secrétariat national chargé de la mobilisation des jeunes qui sont Abdoul Karim Baguian, Ghislain Conseïga et Adama Tendrbeougo. Ces derniers l'accusent d'être de connivence avec le parti au pouvoir. Ces membres du bureau exécutif national ont été sanctionnés pour manquement au règlement intérieur du parti, malgré la lettre du président d'honneur du parti Blaise Compaoré qui invite la direction du parti à reconsidérer sa position. Mais après les élections, tous ceux qui sont animés d'une intelligence et d'une honnêteté savent que le président Ely travaille à stabiliser et à maintenir le parti au pouvoir qui est le MPP. Quand on est chef de file de l'opposition, quand on est chef de parti d'un parti de l'opposition, nous sommes les porte-voix des sans-voix. Le MPP a mal à sa gouvernance. C'est pas moi qui le dis, même les feuilles des arbres là le connaissent. Pour les frondeurs du parti, Edi Komboyego n'est plus l'homme de la situation au CDP au regard de son silence qu'il qualifie de coupable face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ces derniers estiment par conséquent que le président du CDP doit rendre le tablier. Partout où on passe, les gens nous interpellent. L'autre, vous nous avez trahis. Il n'y a plus d'opposition au Burkina. Le président Edy ne s'oppose pas. Le président Edy soutient le MPP. Et le président Edy, s'il est honnête, dans son téléphone, dans son compte WhatsApp, s'il est honnête, il va montrer des audios que moi, l'autre, je l'ai transféré. Que les commerçants m'ont envoyé et d'autres personnes m'ont envoyé pour s'offusquer de la gestion du président Edy. Si lui-même, il était cohérent avec lui-même, il devait tirer les conséquences. Quand on est responsable, et au fur et à mesure, on se rend compte que ceux qui sont avec toi sont en train de se retirer, tu dois même te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comme il ne le fait pas, nous allons demander et nous allons marcher, demander son départ. La machine de contestation contre le président Edi Komboyego à la tête du CDP est lancée d'ici les conférenciers. Il annonce par ailleurs que dans les jours à venir, une marche de protestation sera organisée pour réclamer son départ à la tête de l'ancien parti au pouvoir. Nous refermons donc cette partie politique de ce JDS, journal du dimanche au soir, et nous ouvrons Celle Société. Lancée le 26 octobre dernier par le président du Faso, la campagne de mobilisation citoyenne pour la solidarité vise, il faut le rappeler, à collecter la somme de 1 milliard de francs CFA au profit des personnes vulnérables. Et pour mener à bien cette campagne, le ministre en charge de la solidarité et son équipe étaient le 5 novembre dernier au palais de Sa Majesté le Moro Naba, Bango. Et depuis 2015, il faut le rappeler, au Burkina Faso, il y a pas moins de 1,4 million de personnes qui sont déplacés internes. À cela, il faut ajouter les victimes d'inondations. Et ce mois de novembre, mois de solidarité au Burkina Faso, est une occasion pour la population de venir en aide aux personnes vulnérables à travers donc des gestes. Michael Tougri pour cette visite chez le Moro Naba Bango. L'objectif pour le département de Marie-Laurence Ilboudo en ce mois de novembre, considéré comme mois de solidarité nationale au Burkina Faso, est de collecter la somme de 1 milliard de francs CFA au profit des personnes vulnérables. Le plaidoyer de cette action de solidarité nationale et de résilience sociale a été expliqué à Sa Majesté le Moro Naba Bango.
Il était bon que nous venions expliquer le projet dans toutes ses composantes. Donc aujourd'hui, nous l'avons présenté. Sa Majesté était ravie de cette initiative. Vous savez que c'est une personnalité qui est au quotidien des personnes vulnérables et que la thématique de la vulnérabilité est une thématique qui l'intéresse beaucoup. Nous attendons le milliard au niveau de cette mobilisation parce que nous voyons les besoins. Ces besoins de 1 milliard est en deçà des besoins réels du fonds, mais nous pensons qu'avec déjà ça, nous pourrons faire de belles choses pour les personnes vulnérables. Donc, j'exhorte tous les citoyens. Vous avez vu, nous avons des numéros pour les transferts, les cash transferts, ceux aussi qui peuvent faire des cotisations à leur niveau et remettre cet argent au niveau du fonds avec un reçu. Une initiative saluée par l'empereur des Mossé. En ce qui concerne sa participation pour une pleine réussite de ce mois de solidarité au Burkina Faso, Sa Majesté promet de mener des actions de sensibilisation. Il nous a souhaité plein succès. Il nous a fait des recommandations et des conseils pour que cette campagne se déroule très bien. Nous allons suivre les conseils prodigués par Sa Majesté et lui assurer de notre entière disponibilité. Il était bon aussi de dire qu'aujourd'hui, ce projet est porté au niveau du gouvernement par son Excellence le Président du Faso. Ces deux personnalités qui sont au quotidien aux côtés des personnes vulnérables. Donc nous pensons que Sa Majesté, en plus de ses pairs que nous allons visiter bientôt, nous sommes confiantes que cette campagne sera une grosse réussite. Cette campagne nationale de solidarité et de résilience sociale a été lancée le 26 octobre dernier par le président du Faso. À travers cette campagne, il est question de collecter des fonds en vue de venir en aide aux personnes vulnérables au Burkina Faso. Retour sur ce plateau et nous allons passer à un échange. Cette fois-ci, nous allons parler genre. Au cours d'un atelier tenu le mercredi dernier, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFWEB en abrégé a procédé au lancement de l'indice genre. C'est un outil d'évaluation annuelle du niveau de prise en compte du genre dans les politiques publiques de l'État. Et au Burkina Faso, la performance de la prise en compte du genre dans les politiques publiques et dans les institutions est autour de 39 sur 100 et pourtant, le Burkina s'est doté, il faut le rappeler, d'une politique nationale genre PNG en 2009. Donc nous apprenons plus sur ces indices avec un invité que nous recevons sur ce plateau, la personne du directeur exécutif du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, Youssouf Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. C'est ce que je tiens ici, un rapport sur la prise en compte du genre dans les politiques publiques au Burkina Faso. Et ça nous donne des renseignements assez intéressants quand on voit de façon générale, c'est 39 sur 100 que le Burkina obtient de façon générale. Et il faut dire que d'abord tout part d'un projet, Champion Genre. Donnez-nous un peu la genèse des choses parce que c'était déjà en juin 2020. Exactement, merci de l'invitation. Et effectivement, avec l'appui du Fonds commun genre, nous avons mis en place un projet dénommé Champion genre, donc qui consistait donc à faire la promotion du genre et à lutter contre les inégalités aussi bien au niveau national qu'au niveau des collectivités. Alors, le projet a consisté à une série d'activités, notamment des formations sur la budgétisation sensible aux gens, parce que comme vous le savez, le budget c'est un instrument pour financer, pour rendre les politiques publiques une réalité. Le budget aussi rend compte et donne une idée de l'ordre de priorité des gouvernants de l'heure. Donc c'est pour ça que nous avons jugé nécessaire de former les acteurs des collectivités territoriales sur la budgétisation sensible aux gens et d'identifier également des personnalités au sein de ces collectivités qui vont porter l'agenda de promotion du genre au sein des conseils municipaux. Et une autre activité phare du projet consistait justement au développement d'un indice qui va permettre de mesurer le niveau de prise en compte du genre, aussi bien dans les politiques publiques que dans les institutions, au niveau national et au niveau des collectivités territoriales. Bon, quand on regarde votre document, vous faites l'état des lieux des inégalités genre. On parle d'un indice. Quelles sont les dimensions qui sont prises en compte dans cet indice-là? Alors, vous l'avez dit, notre pays, en termes de politique publique, il faut reconnaître que les inégalités constituent
une limite de l'efficacité de certaines politiques publiques, mais aussi de l'équité dans la prise en compte des intérêts de l'ensemble des Burkinabés. Vous avez aussi bien les inégalités territoriales, mais ici, dans ce projet, nous avons décidé de nous intéresser particulièrement aux inégalités liées au genre. Alors, donc, l'indice couvre 3 dimensions. On a la dimension politique, la dimension économique et bien sûr la dimension sociale. Ces dimensions ont été définies avec un ensemble d'acteurs venus des structures de l'État, des organisations de la société civile, des partenaires au développement, et qui ensemble, chacun dans son domaine, travaille déjà sur une certaine dimension du genre, et ensemble les acteurs ont retenu que ces 3 dimensions étaient pertinentes comme aspect à observer pour pouvoir avoir une idée du genre au niveau des politiques publiques et des institutions. Maintenant, ces dimensions sont structurées en termes de composantes. Chaque dimension a un certain nombre de composantes, et chaque composante maintenant a un certain nombre d'indicateurs qui vont servir donc de référence de mesures du genre dans les politiques publiques. Et au niveau local, vous êtes appesanti sur en gros 5 communes. Oui. La Banfora, Fadangourma, Gawa, Waiguia, Zignare. Comment se fait le choix et pourquoi? Oui, c'est une première. D'abord, nous avons travaillé sur le plan national. Et la mesure de la prise en compte du genre au niveau national, mais aussi au niveau des collectivités. Pour un point de départ, nous avons décidé de travailler avec 5 communes chefs-lieux de région, qui sont des communes partenaires dans d'autres cadres. Donc, ce sont les 5 communes que vous avez citées, mais les dimensions sont les mêmes, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Les 3 dimensions, à savoir économique, politique et sociale, sont les mêmes. Et les composantes au niveau de l'État sont au nombre de 13, mais au niveau des collectivités, c'est 5 dimensions. Et maintenant, les indicateurs au niveau de l'État, c'est 19, et au niveau des collectivités, il s'agit de 20 indicateurs. Donc, le choix, on peut dire pour le moment, c'est un choix pilote. Okay? Donc, à partir de l'observation que nous allons faire dans le travail sur ces 5 communes, nous allons travailler à généraliser, de sorte qu'à la fin, cet indice puisse mesurer aussi bien la situation des inégalités liées au genre au niveau national, mais au niveau de l'ensemble des collectivités territoriales. Et quand on regarde, pour l'année 2020, c'est un score de 39,47% au niveau national. Et puis pour ce qui est des 5 localités qui ont été choisies, il y a d'abord, voilà, je pense que c'est Banfora qui occupe la première place avec 42,5. Après c'est Zignare 40. Et puis viennent Waiguia, Gawa, Fada. Donc et le plus petit score c'est 32,50. Ce qui dénote de ce que, même au niveau national et même quand on prend dans les différents segments, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Alors que je le disais à un moment donné, en 2009, on s'y est engagé à travers nos textes et tout. Qu'est-ce qui coince quand vous regardez, quand vous avez fait vos analyses? Qu'est-ce qui coince pour une meilleure représentation du genre dans nos décisions? Mais justement, c'est l'un des intérêts de la mise en place de cet outil, parce que il y a eu un ensemble de mesures et d'actions qui ont été donc prises pour pouvoir améliorer la situation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir exactement où nous en sommes, parce que, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs dimensions. C'est pour ça qu'on a décidé de disposer d'un outil qui va nous permettre, aussi bien au niveau de la société civile qu'au niveau de l'État et des partenaires, en un instant T, de savoir quelle est la situation de prise en compte du genre et de savoir effectivement est-ce qu'on progresse, est-ce que ça s'améliore ou nous stagnons ou bien nous régressons. Donc avec cet indice-là, à chaque instant, chaque année, on va pouvoir avoir une idée. Mais ce qu'on peut dire déjà, et si vous prenez sur le plan politique, on a la loi 10 portant quota genre qui fixait les quotas à 30%, mais en définitive, en termes de nombre de femmes élues au niveau du Parlement, même au niveau des collectivités territoriales, nous sommes en deçà. Par exemple, si vous prenez les collectivités, à part 2006, où vous avez atteint ce taux de moins 36% de femmes élues au niveau des conseils des collectivités, depuis là, on n'a plus atteint le taux de 30%. Donc, ça veut dire qu'on a nos lois, mais qui ne sont pas aussi opérantes, on va dire. Et donc, c'est pour ça que, au fur et à mesure qu'on applique nos lois, il faut les réviser, il faut donc les évaluer
pour nous assurer que les acteurs ne jouent pas avec les dispositions de la loi. Mais on note quand même que sur le plan social, notamment l'éducation et la santé, il y a des progrès parce que dans l'indice que nous avons développé, les trois dimensions n'ont pas le même poids. Par exemple, le côté politique, nous avons 42,11%, le volet social nous avons 42,11% et le volet, la dimension économique, on a donc 5,79%. Donc ces dimensions ne sont pas les mêmes. Donc la dimension sociale, on sent qu'il y a beaucoup de progrès, et d'ailleurs quand vous regardez le score, la dimension sociale score à 21,03%, et la dimension politique qui est aussi sur 42 points, elle score à 13,16%, et la dimension économique score à 5,20 sur un total de 15 points. Donc, véritablement, la dimension sociale progresse, mais sur la dimension politique et la dimension économique, on va dire que ces dimensions-là stagnent. Et justement, quand on regarde, qu'est-ce que ça doit interpeller en termes d'analyse? Parce que quand je regarde, vous partez jusqu'à même regarder dans ce qu'on a comme on appelle concours d'entrée, fonction publique et tout. Vous regardez au poste électif, on pourra dire que bon, vous n'avez pas eu l'assentiment de vos votants, mais il y a même ce nominatif où ça dépend d'une décision. On se rend compte que même là-bas, ça ne suit pas. Exactement, et je pense qu'il s'agit beaucoup plus de volonté politique et de leadership, aussi bien donc de ces dirigeants, mais on l'a vu aussi, mais aussi de la part des femmes par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut que les acteurs s'assument, et que lorsqu'on leur propose certaines responsabilités, que ces acteurs acceptent d'assumer ces responsabilités, parce que c'est ça aussi le combat que nous sommes en train de mener. C'est pas seulement le combat des femmes, mais c'est aussi le combat des femmes. Il faut le dire que les décideurs, les gouvernants doivent faire des efforts en termes de propositions, ne serait-ce qu'effectivement en termes de nomination. C'est vrai que quand on regarde les effectifs au niveau de la fonction publique, mais là aussi c'est sur la base de concours, c'est sur la base de mérite. Nous sommes autour de 33%. 33%, c'est ça. Voilà. Mais sur le plan des nominations des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, je pense que là c'est vraiment une question de volonté politique. Et je pense également que ce ne sont pas les femmes de qualité, de compétences qui manquent. Il faut simplement les responsabiliser. On a vu avec le président Thomas Sankara, lorsqu'il a proposé une femme comme ministre de la Santé, la dame, elle a beaucoup hésité, mais il l'a rassuré. Il n'y a pas une école pour être ministre. Vous pouvez bien assurer le rôle. Elle l'a bien assuré. Donc, il faut que les acteurs acceptent et assumer le rôle qu'on leur assigne. Dernière question. On a vu que la BAD, je pense en 2015, avait fait une étude, mais c'était au niveau continent sur cette réalité. Pourquoi les CIFWEB s'y engagent? C'est pour avoir un indice purement burkinabé, à quelle fin? Exactement. La question genre, c'est pas le monopole du CIFWEB, parce que déjà quand vous prenez les référentiels internationaux, l'IDH, l'indice de développement humain, vous prenez les ODD, vous prenez également le PNDS, la BAD également a développé un document sur la question genre, mais la particularité de ces documents internationaux, pour les besoins de comparaison entre États, donc les indicateurs sont standardisés, de sorte qu'il y a certaines réalités et spécificités des pays qui échappent à ces mécanismes de mesure. Donc l'intérêt pour CIFWEB, c'est de contextualiser donc les instruments de mesure et prendre en compte la réalité de notre pays, qui va permettre de refléter réellement la situation en termes de prise en compte du genre, sans forcément s'arrêter sur des standards internationaux, comme je le dis, qui manquent souvent de capturer certaines réalités spécifiques à certains pays. Un rapport, en tout cas, qui nous renseigne beaucoup sur la question et qui nous partage des chiffres, parce que nous aussi, on a vraiment besoin de cela dans nos activités. Merci bien, Youssouf Ouattara, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CIFWEB. Nous allons poursuivre dans cette partie société avec à présent une solution qui permet de trouver la pharmacie la plus proche ou connaître la disponibilité de sa demande en médicaments. Avec la VEV, donc, les officines pharmaceutiques se rapprochent, on va dire comme ça, davantage des patients. La VEV est une application mise en place par des jeunes burkinabés pour répondre aux besoins de disponibilité des produits pharmaceutiques. Nous allons
allons à la découverte de cette solution avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. Permettre aux Burkinabés d'avoir des produits pharmaceutiques en un clic, c'est la mission que se sont donnés ces deux jeunes Burkinabés. Ces jeunes passionnés des technologies de l'information et de la communication ont développé une application dénommée LAVEV avec pour vision de rapprocher les officines pharmaceutiques, sinon les médicaments des patients. Une application qui se veut pratique et dont la conception a une histoire particulière. J'ai souffert d'une rhinite médicamenteuse l'an passé, pendant plusieurs mois, et ma dernière ordonnance, il y avait un produit dénommé le Trien 10. Alors, il m'a été très difficile de trouver ce produit en pharmacie. C'est après avoir parcouru 4 pharmacies que j'ai pu trouver le produit en question. Ça m'a un peu frustré. Et je me suis mis à réfléchir, mais écoutez, il devrait y avoir une solution qui nous permette de savoir où on peut trouver le médicament avant de se déplacer. Ainsi donc est née LAVEV grâce aux efforts conjugués de l'ingénieur informaticien Nazé Traoré et son ami Aziz Doulgou, docteur en pharmacie. L'application LAVEV vient de la dénomination, une des questions que nous recevons pratiquement à l'officine. Est-ce que vous avez mon produit? Est-ce que vous avez mon produit? Donc c'est lavez-vous. Donc c'est la contraction de la question qui a donné son nom à l'application lavez-vous. Voilà. Côté usager, c'est tellement intéressant d'avoir l'application à son niveau parce qu'à travers l'application, tu as la capacité de connaître là où tu peux avoir ton médicament avant même de te déplacer au niveau de la pharmacie. Donc plus besoin de se déplacer, plus besoin de faire la queue pendant les phases de garde. Non. À travers l'application, tu as un gain de temps assez conséquent et ce qui peut sauver des vies. LAVEV n'est pas seulement bénéfique aux patients, elle l'est également pour les officines pharmaceutiques. Les pharmaciens ont la capacité de choisir l'interface pharmacien ou soit grossiste. Les clients ou soit les patients, comme nous les appelons, ont la capacité de choisir l'interface patient et s'enregistrer sur la plateforme de LAVEV. Ok, on a essayé de le personnaliser avec le NIMO parce qu'avec l'application LAVEV, on aura tant d'autres modules qu'on va insérer, par exemple le paiement. Dotée d'un système de géolocalisation, cette plateforme peut orienter le patient vers la pharmacie la plus proche en fonction de la position de ce dernier. Mieux, le patient peut se renseigner à travers l'application sur les prix des produits avant tout déplacement. Alors, si vous voulez émettre une requête, vous avez 2 options. Soit vous avez une ordonnance où vous connaissez les médicaments, donc les noms des médicaments. Alors si vous avez une ordonnance, donc vous lancez une requête par ordonnance, où vous prenez la capture de votre ordonnance, vous balancez. Et au moment d'envoyer la requête, vous avez 2 options. Soit vous l'envoyez par défaut, alors ça va être envoyé à la pharmacie la plus proche de vous. Ou bien vous décidez de l'envoyer à une pharmacie de préférence. Alors, votre requête va être adressée uniquement à cette pharmacie. Et cette option vous permet de voir la liste des pharmacies qui sont donc dans la ville. Parce qu'au moment d'envoyer, on va vous demander de sélectionner la ville où vous voulez envoyer. Une application presque gratuite. Quand on dit presque gratuite, parce que nous sommes sur un modèle d'abonnement mensuel. Voilà, donc vous payez 100 francs le mois et vous avez accès à l'application. Donc vous envoyez vos requêtes comme vous voulez. LAVEV est actuellement en phase pilote, c'est-à-dire d'essai selon ses initiateurs. Et ces derniers entendent l'améliorer pour intégrer les possibilités de livraison des médicaments et de prise en compte du système d'assurance. En fait, l'option de livraison, c'est un module que nous sommes toujours en train de travailler là-dessus. C'est un module assez délicat. Donc, nous essayons de travailler là-dessus pour plus faciliter certains paramètres. Donc, nous invitons l'ensemble de la population à tester l'application et nous revenir avec d'éventuels commentaires, d'éventuelles imperfections de l'application. Parce que, à l'heure actuelle, nous pensons que l'application n'est pas encore parfaite. Donc, il y a toujours mieux à faire. Côté pharmacien aussi, nous invitons l'ensemble des collègues pharmaciens à installer l'application. Ils peuvent se faire assister. Voilà, ils peuvent nous appeler, nous allons les assister à ce qu'ils installent l'application dans leur officine pour plus rapprocher le médicament du patient. 16 officines pharmaceutiques utilisent pour le moment l'application à Ouagadougou selon les concepteurs. Leur ambition, travailler à faire connaître l'application au plan national et international, et ce, à travers l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et pour clore ce JDS, la partie sport de ce rendez-vous.
Et dans cette partie sport, je suis avec Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Merci d'être là avec nous. Toujours le plaisir pour moi d'être sur ton plateau pour parler du sport. Évidemment. En tout cas marqué par le Tour du Faso et puis le nouvel des étalons. Avec certaines polémiques. On commence rapidement avec le Tour du Faso, le 33e tour qui a connu son apothéose aujourd'hui même, 7 novembre. On va avec ce reportage et on échange après. C'est fini pour la 33e édition du Tour du Faso. Pendant 10 jours, les coureurs ont parcouru 10 étapes à la recherche du maillot jaune, le maillot le plus convoité. Ce maillot qui a tant changé de porteur au moins 7 fois est finalement revenu à Daniel Bischmann de la Suisse. Malgré la victoire du Sud-Africain à cette dernière étape, le Suisse conserve le maillot le plus convoité. Wout Rutger de l'Allemagne perd son maillot vert, le maillot au point au détriment de Hamza Yassine de l'Algérie. Hamza conserve également son maillot des points chauds. Le Burkina Faso termine avec le maillot du plus jeune de la compétition. Conscient que le maillot jaune n'était plus possible, les Burkinabés étaient plus focalisés sur la victoire à la dernière étape. Malheureusement, les 3 équipes du Burkina Faso terminent avec une seule victoire d'étape. J'ai tenté d'attaquer le maillot jaune pour récupérer le maillot. Bon, malheureusement, l'équipe du Maroc a ramené. Jusqu'à présent, je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais bon, c'est le vélo. Il nous prive d'une belle victoire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a travaillé aussi pendant l'étape. Pour ma part, en tout cas, j'ai pu aider mon coéquipier Kondé Souleymane pour qu'il puisse prendre les points chauds, pour vraiment grappiller les secondes qui lui manquaient pour revenir sur le podium. Normalement, je pense qu'il revient à la 2e place au classement général. Donc, vraiment, c'est un bilan satisfaisant d'avoir un coureur sur le podium et un autre dans le top 5, malgré le fait qu'on n'ait pas le maillot jaune. Au classement général, le Burkina Faso prend la 3e place grâce à Souleymane Koné. Il a 28 secondes de retard sur le porteur du maillot jaune. Paul Domon, lui, est classé 5e avec 45 secondes de retard. Avec une vitesse moyenne générale de 46 km/h, le Tour du Faso a été d'un niveau assez élevé selon le directeur technique national. Pour lui, des leçons sont à en tirer. C'est vrai, nous avons eu une étape. Nous avons eu le maillot officiel aussi des jeunes avec Paul Domon. Mais je dois être honnête, nous n'avons pas eu les maillots comme objectif recherché au début, à savoir le maillot jaune. On n'a pas eu aussi le maillot vert, nous n'avons pas eu aussi le maillot des sprints intermédiaires. Mais du reste, nous sommes revenus 3e au général et je pense que c'est bon à prendre. Donc, de l'ensemble, je peux résumer. D'une part, la compétition qui était haute nous a donné des leçons et d'autre part, nous avons fait ce que nous avons pu compte tenu, par exemple, de la compétition qui a été très relevée. Organisé dans un contexte sanitaire et sécuritaire difficile, le président du comité d'organisation s'en réjouit pour la réussite de l'événement. Sceptique au départ, le Tour a pu parcourir les régions ciblées et pour lui, c'est un objectif atteint. Vraiment, on est très satisfait. On est très satisfait du contexte que vraiment, vous voyez que tout simplement, il y a le contexte du Covid qui est là, il y a le contexte de l'insécurité qui est là, et avec tout ça, du début jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème majeur. Donc vraiment de ce côté, je peux dire que dans le côté organisation, vraiment, moi, en tant que président de la commission nationale, je suis satisfait. Les équipes qui sont venues aussi, vraiment étaient trop à la hauteur. Et nos cyclistes étaient à la hauteur. Mais bon, c'est le meilleur qui a gagné. Donc dans l'ensemble de l'organisation, le Burkina a gagné. C'est donc fini pour cette 33e édition du Tour international du Faso avec le Maroc qui prend la première place au classement par équipe, suivi du Burkina Faso et de la Hollande. Le Burkina qui est sauvé par son maillot du meilleur jeune. Sinon, après, on va dire ce qui était attendu. On ne l'a pas eu à la fin. La stratégie de course, Paul Domon a dit, parce qu'évidemment c'est comme ça, le Burkina, il faut le rappeler, a placé 3 équipes. Donc après, si vous ne soyez pas étonné que d'autres équipes fassent des alliances, et il n'a pas compris pourquoi l'Algérie a fait l'alliance avec la Suisse, et puis voilà. Mais c'est comme ça, hein, à un moment donné aussi, il faut voilà, l'Algérie qui a eu le premier par équipe, la Suisse qui remporte donc le Tour du Faso. Voilà, je pense qu'après, c'est comme ça, ça marche. Donc il faut travailler, il faut aller de l'avant.
Mais c'est pas mal pour un garçon comme Paul Domont qui, évidemment, a eu beaucoup d'ennuis mécaniques. Mais je pense qu'il faut travailler, ça va aller. Et pour les prochaines fois, bon, voilà. Avec un tour aussi qui a connu une vitesse moyenne très élevée. On a connu une vitesse moyenne qui allait jusqu'à 52 km/h avec la course contre la montre par équipe. C'est des épreuves où les Burkinabés ne sont pas habitués, mais je pense que ça permet donc de hausser le niveau. Je pense que tout est bénéf. Puis bon, il faut prendre cela avec philosophie. En tout cas, et l'essentiel aussi, c'est que on a bien pu tenir ce tour du Faso-là. Et voilà. Avec la résilience, et puis d'un point de vue organisationnel, il faut dire qu'il y a un bon point. Même s'il y a eu quelques ratés avec la question des doudanes et tout. Tout bon. À fait, mais et même des éléphants qui ont freiné la course. Mais voilà. C'est un bon point, on dira. Mais moi, je ne veux pas qu'on termine ce JDS sans aborder un autre sujet, parce que il y a nos étalons qui seront face à l'Algérie. On a connu on connaît déjà la composition, mais on nous parle de tellement de blessés. Qu'est-ce qui se passe? 5 blessés avec les étalons, mais c'est vrai que ce qui fait la polémique, c'est un peu la blessure de Bertrand Traoré. Vous savez que depuis les éliminatoires, il n'a pas encore joué avec les étalons. Donc du coup, la polémique enfle par rapport à sa blessure. Est-ce qu'il est, pour certains, il n'est pas blessé? Dans tous les cas, avec l'équipe qui a à un moment donné liste des joueurs blessés de Aston Villa. Pour certains, ils ne verraient pas le nom de Bertrand Traoré là-bas. Donc, du coup, ils ne sont pas trop sûrs de sa blessure. Mais je pense c'est quoi, un manque de motivation? Qu'est-ce qu'il y a? La fédération a fait un communiqué là-dessus pour dire que, il est blessé et tout. Mais je pense que, en la matière, on fait comme dans les autres pays. Hein. Le joueur vient pour faire constater sa blessure par le médecin de l'équipe. Et puis, après, on en est situé. Et puis, il faut rappeler également aussi que l'arbitre du match contre le Niger a été changé. Vous savez que l'Algérie s'est plaint. C'était donc le Marocain Samir Ghezaz qui était prévu pour officier ce match-là. L'Algérie s'est plaint. Et aujourd'hui, c'est l'Égyptien Grisha Ghehad qui va officier ce match. C'est vrai que le Burkina aussi a écrit pour demander qu'on change l'heure du match Burkina Faso-Niger qui est prévu pour 13 heures du Maroc. Donc voilà, en 12h et 13h ici à Ouagadougou. Et donc voilà. Mais le Burkina aussi n'a pas écrit dans les délais parce qu'il y a un délai aussi de on attend donc du bon pour ce qui est de cette rencontre. Merci bien Claude Romba d'être passé sur ce plateau qui, avec votre participation, met aussi le point final à ce JDS, journal dimanche au soir. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.